bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. On revient avec notre nouvelle émission. La reconversion, le sujet d'aujourd'hui est la reconversion professionnelle. Et j'ai avec moi Monsieur Bilal Avan Sahib et Omar Sahib. Et Assalamu alaikum Bilal Sahib. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la reconversion professionnelle Oui, alors la reconversion professionnelle, c'est un sujet important, car beaucoup d'entre nous travaillent, mais ne sont pas vraiment épanouis dans leur travail, ou ne sont pas satisfaits par leurs conditions de travail ou de leur rémunération. Donc on va essayer dans un premier temps de donner quelques pistes pour laisser entrevoir de meilleurs horizons de carrière. Mais avant ça, on va commencer donc, si on peut appeler ça, entre guillemets, le bas de l'échelle, et décrire l'assistanat. L'assistanat, c'est un système généreux et nécessaire pour les nécessiteux. On peut tous s'accorder dessus. Admettons que je sois une femme enceinte sur le point d'accoucher, je peux prétendre à ces aides. D'accord ? Ou si je suis une personne frappée d'un handicap, une personne à mobilité réduite par exemple, sourde ou malentendante ou autre, je peux bénéficier d'aide. C'est un système juste parce que voilà, la société travaille et ceux qui sont dans le besoin peuvent être aidés d'une manière, d'une manière pécuniaire. Ou pour les personnes veuves, ou tout simplement pour les personnes qui ne trouvent pas d'emploi. Vous savez, quand vous vous faites licencier, entre le moment où vous vous faites licencier et le moment où vous devez trouver un emploi, il y a des fois un interstice, vous pouvez percevoir des revenus. Mais il faut aussi mettre le point sur le fait que c'est un système qui peut aussi s'avérer être dangereux et pervers pour toute personne qui est en capacité de travailler. Je vais l'expliquer. Regardez ce qui se passe en ce moment. De plus en plus de jeunes, à la fin de leurs études, donc quand ils ont 24-25 ans, ils vont s'inscrire donc à la caisse d'allocation familiale pour percevoir des aides. Pour eux, c'est normal, mais c'est extrêmement dangereux parce que, en fait, à 25 ans, on est à un âge où une personnalité s'affirme. Donc, notamment par le travail. On côtoie des gens. On a des missions, on relève des défis, on subit des échecs, on obtient des réussites, on passe par des désappointements. Et ça forge le caractère. Le problème, c'est que quand on met en place ces calculs dans sa tête, mieux vaut toucher, je prends un exemple, 500 au lieu d'en toucher 1000 et travailler, mieux vaut en toucher 500 et rester chez soi, ça peut avoir un effet pervers. Parce qu'au final, on s'éloigne du marché de l'emploi, on perd son temps, on procrastine, on remet toujours au lendemain la recherche d'un nouvel emploi. Et ça peut... en plus, c'est dramatique parce qu'on a l'esprit vide vu qu'on ne travaille pas. Et quand on a l'esprit vide, c'est pas très bon. Qui s'invite dans un esprit vide? C'est ça. Je vous pose une question. Qui s'invite dans un esprit vide? Satan, Iblis, voilà. En général, quand il y a Iblis dans les parages, c'est pas très bon. Donc il faut à tout prix tout faire pour entrer dans le marché de l'emploi, d'accord, pour être salarié. Donc, ce qui nous amène donc au salariat. Voilà. Donc, le salariat, donc, c'est le travail, c'est noble, hein, depuis toujours et dans toutes les nations du monde. Maintenant, il ne faut pas stagner à un même point, d'accord. Il faut toujours aller vers l'amélioration. Il y a un verset du Saint-Coran qui dit « Ô Mohammed, chaque instant de ta vie sera meilleur que le précédent ». Donc c'est notre modèle, hein. Il faut toujours qu'on améliore, que ce soit dans la foi ou dans nos conditions de vie ou autre, il faut toujours tendre vers l'amélioration. Donc il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis satisfait de mes conditions de travail? D'accord? Est-ce que je suis satisfait de ma relation avec ma hiérarchie? Est-ce qu'on me respecte dans mon travail? C'est très important. Est-ce que je suis satisfait de ma rémunération aussi? Ça peut être une question qu'on se pose. Est-ce que je suis payé à ma juste valeur, notamment? Des fois, bon, vous avez un patron qui a un but, c'est de tirer des bénéfices de votre travail. Ce n'est pas lui qui va venir vers vous pour vous donner une augmentation. Des fois, il faut aller la chercher. Et des fois, ce n'est pas inintéressant de changer d'emploi, d'accord, d'aller vers des emplois similaires, mais avec des meilleures rémunérations. Une question très importante aussi, est-ce que mon lieu de travail n'est-il pas trop loin de mon domicile? Alors, si vous passez tous les jours 1h30 ou 2 heures à arriver au boulot, pareil pour le retour, c'est dommage. Il faut essayer de trouver un travail qui est à côté de chez soi. Mettez 30 minutes, 45 minutes max
et ça serait parfait. Bilal Sahab, je suis désolé de vous interrompre. J'ai une question déjà, même avant le travail. Oui. Est-ce que, là, on parle du travail, enfin, si ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Déjà, pour rentrer en fait, dans la vie active, dans la vie salariale, en fait, est-ce qu'il y a des conseils que vous avez, enfin, pas des conseils, mais est-ce qu'il y a une certaine méthode à employer, envoyer nos CV, nos candidatures? Est-ce que Pour rentrer dans le monde du monde du travail, justement, avant d'arriver à la routine, en fait? bah écoutez, déjà il faut voir, il faut faire preuve d'un peu d'humilité, il faut voir la formation qu'on a eue, il faut voir ses études, d'accord? Vous pouvez pas postuler à un poste d'ingénieur si vous n'êtes pas ingénieur, hein, c'est un exemple. Donc il faut voir la formation que vous avez eue, et puis la formation, on peut s'améliorer par la suite. On va y venir tout à l'heure, D'accord. mais au début il faut trouver un emploi qu'on sait faire, d'accord? Mais supposons que moi, j'ai aucune formation, j'ai arrêté mon école à 16 ans. Oui. Est-ce que je peux, par exemple, prétendre faire un travail? Alors il y a forcément... Ne serait-ce que, je ne sais pas, un travail manuel, par exemple, être menuisier ou... Alors écoutez, il y a forcément quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, Ouais. d'accord? On est des êtres humains, il y a forcément quelque chose qui vous passionne. Si façonner le bois vous passionne, vous pouvez vous diriger vers cette formation de menuisier ou de charpentier et vous allez réussir dans votre domaine parce que vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Et quand on fait quelque chose qui nous plaît, en général, on va très loin dans ce domaine. D'accord. Donc je vais finir sur le lieu de travail. Maintenant, il y a la décentralisation. Il n'y a pas que du travail dans les grandes villes, il y a du travail partout. Il y a du travail, par exemple, je vais prendre la région parisienne, il y a du travail dans l'Essonne, dans l'Oise, dans le Val d'Oise, en Seine-Saint-Denis. Essayez de trouver un travail qui est à côté de chez vous. Bon, je vais prendre mon exemple. Moi, mon lieu de travail, il est à 7 minutes de chez moi. Donc c'est bien, le temps c'est de l'argent. Donc essayez d'optimiser ça, c'est pas inintéressant. Ensuite, posez-vous la question de savoir si c'est possible de monter en hiérarchie. Des fois, on peut être amené à avoir plus de responsabilités et la rémunération suivra derrière. Si vous êtes dans une entreprise où il y a cette possibilité, il faut surtout essayer d'aller la chercher. D'accord ? Il faut mériter cette place. Et enfin, la formation. Donc, suivre une formation peut s'avérer judicieux, soit pour continuer dans son domaine, de faire une formation qui vous permette de monter en hiérarchie, ou tout simplement de changer de métier. D'accord ? Si vous n'êtes vraiment pas satisfait de votre métier, vous pouvez, comme on l'évoquait tout à l'heure, passer une formation autre pour changer de métier. Il y a une question qui m'intrigue en fait dans vos points, c'est habiter à côté de son travail. Oui. Alors moi par exemple, je travaille dans un bureau et je travaille parce que il faut que j'ai un salaire à la fin du mois pour gagner ma vie. Donc j'aime mon travail mais sans plus. D'accord. Est-ce que c'est toujours une bonne idée d'habiter à côté du travail ou mieux vaut peut-être s'éloigner un peu, changer un peu d'environnement, peut-être pas voir votre lieu de travail le week-end? Alors, si on vous propose un travail à 5 minutes de chez vous et pour toucher 1000 euros par exemple, et si vous devez faire 2 heures de route pour en toucher 4000, là, voilà, le choix il est vite fait. Non, il faut faire un calcul, il faut réfléchir un peu, c'est-à-dire il faut peser le pour et le contre. Maintenant, si vous avez la même rémunération pour un travail qui est à 2 heures de chez vous ou à 20 minutes de chez vous, privilégiez celui qui est à côté de chez vous. Parce que ça va vous libérer beaucoup de temps, justement, pour éventuellement chercher un autre emploi mieux rémunéré. D'accord ? Mais à condition équivalente, oui, il faut privilégier la distance la plus faible. D'accord. Je vais finir sur la formation. Ne vous lancez pas dans des formations trop vastes. C'est un petit conseil personnel. Il faut toujours prendre des formations ciblées. Par exemple, on prend un domaine, c'est l'économie, c'est très vaste. Maintenant, on peut cibler. Dans l'économie, il y a la comptabilité, il y a la fiscalité, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a un économiste du nom de John Maynard Keynes, un économiste très connu, qui a dit qu'à long terme, nous sommes tous morts. Donc, il faut toujours réfléchir à court terme. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est le cumul, la suite de tous ces courts termes à succès qui feront un beau long terme. D'accord ? Il faut toujours avoir ça en tête. Et au final, voilà, si vous avez épluché toutes ces possibilités, est-ce que vous êtes satisfait de votre condition de travail ou pas? Et là, si vous n'êtes pas satisfait, il serait peut-être aussi intéressant, donc il y a une autre piste, de se mettre à son compte, d'accord, de monter une entreprise et d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai qu'entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est un grand écart. D'accord ? C'est pas évident de se lancer et d'avoir une entreprise, surtout qu'une société, créer une société a énormément de coûts. C'est pour ça qu'on va s'attarder
quelques secondes, quelques minutes sur la micro-entreprise. En fait, c'est un statut bâtard qui fait en fait le pont entre le salariat et la vraie société. C'est un statut qui n'existait pas avant, c'est un statut qui a été créé en 2008 sous Nicolas Sarkozy. Et en fait, pourquoi on a créé ce statut? Alors, je vais vous faire un petit scénario. Admettons que vous travaillez du lundi au vendredi dans une entreprise, admettons à la Poste, et vous avez des compétences de plombier, d'accord? Donc, le soir et le week-end, vous faites des petites interventions, vous réparez des fuites, vous faites des petits travaux pour arrondir vos fins de mois. Ça se pratique beaucoup, depuis toujours. Comment vous paye votre client? Il vous paye Par chèque, enfin par non, parce virement. qu'il n'y a pas de facture. Vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. D'accord. Oui. Il vous paye en espèces, Oui. d'accord. Il vous paye au noir, c'est-à-dire ni au vu ni au su de l'administration fiscale. Ok. Bon, vous continuez vos affaires. Un jour, vous faites une intervention, un vendredi soir, et le samedi matin, vous avez sur votre smartphone, quand vous vous réveillez, 12 appels en absence. Donc en général, quand vous avez 12 appels en absence, c'est que c'est une très mauvaise nouvelle. Hein. 11 encore, ça va. Mais à 12, c'est que ça sent le sapin. Donc vous rappelez votre client et vous lui dites qu'est-ce qui se passe. Il vous répond qu'est-ce que vous avez fait, ça fuit dans tout l'immeuble. Il y a les pompiers partout. Admettons, il y a un plafond qui s'est effondré, il y a un enfant qui s'est blessé. La police est sur place. Qu'est-ce qu'on fait de vous? Qu'est-ce qu'on fait de vous? Du jour au lendemain, vous êtes devenu l'ennemi public numéro 1. Du quartier, bien sûr, n'exagérons pas. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assuré. Voilà pas le nerf de la guerre, mais la clé de voûte. Vous n'êtes pas assuré pour notamment la responsabilité civile professionnelle. Donc ça mettait beaucoup de personnes vraiment dans l'embarras, ça crée beaucoup de problèmes. Donc on a créé ce statut qui a une simplification extrêmement poussée de la gestion administrative et du système de taxation. En fait, on vous prélève forfaitairement sur votre chiffre d'affaires. Et la gestion administrative est extrêmement simple. Vous créez l'entreprise gratuitement en ligne, vous la radiez gratuitement en ligne, et il n'y a pas besoin d'un expert comptable pour la gestion mensuelle. Mais est-ce que, Bilal Saheb, il y a des formations pour expliquer les sociétés, les assurances, par exemple? On a toujours des petits astérix, on n'y comprend strictement rien, enfin personnellement. Hein. J'essaie de lire, ça fait 50 pages. Les 50 pages, je ne pense pas que j'aurai le temps de lire. Oui. Est-ce qu'il y a des formations qui existent ou une espèce de... une étude de quelques semaines pour expliquer pour lire les assurances, je ne pense pas. Dans la globalité, la création de la micro-entreprise. Oui, quand vous créez votre micro-entreprise, quand vous êtes dans l'artisanat, il y a la chambre des métiers de l'artisanat qui vous propose une formation de 5 jours et il vous explique un peu le système de taxation, les assurances, la comptabilité et autres. D'accord. Donc éventuellement, prenez-la. Elle a un certain coût, mais des fois, c'est bien de se former. Je crois qu'elle est obligatoire aussi, non? Pour les artisans, elle est obligatoire, mais il y a des dérogations en fait. Par exemple, si vous avez un Bac+3, vous n'avez pas besoin de la faire. Un Bac+3 dans certaines matières, le droit, la finance, l'économie, la comptabilité. Et si vous avez déjà été gérant d'une entreprise pendant 3 ans, vous n'avez pas besoin de la faire aussi. Et à ce sujet, on a notre frère Serge Stel qui nous a fait un commentaire dans le live. J'étais menuisier et à 50 ans, je suis devenu comptable alors oui, c'est possible, mais je déconseille fortement de se mettre à son compte si on n'a pas des reins solides. Oui, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Pour se mettre à son compte, justement, il y a un grand écart entre le salariat et la société. Ce statut, en fait, la micro-entreprise, il vous permet d'essayer, d'accord? Parce qu'au final, si ça ne marche pas, vous radiez votre micro-entreprise, ça vous coûte 0 € et vous retournez travailler en tant que salarié. Mais ça, c'est un bon statut qui vous permet d'essayer, d'accord? Qui vous permet de tâter le terrain. Oui. Une question, lorsqu'une personne est un auto-entrepreneur ou en micro-entreprise, Oui, c'est ça, oui. Elle paye le forfait, même si elle ne génère pas du chiffre, non? Alors, non, c'est vraiment proportionnel au chiffre. Donc le taux, allez, je vais vous le dire, c'est 22% quand vous êtes dans le service, sinon c'est 11%, pardon, 12% maintenant quand vous faites de la vente. Donc si vous faites 0 fois 22%, ça fait 0. D'accord. Si vous avez, par contre, il y a une obligation d'envoyer les bordereaux. Bon, maintenant, tout se fait en ligne. Il suffit de cliquer 0, néant, et puis vous serez taxé à hauteur de 0 €. C'est vraiment proportionnel. Ah, mais c'est nouveau, ça. Non, bon, ça existe depuis 2008, mais il y a très peu de gens qui connaissent le système de taxation de la micro-entreprise. Moi, je suis, soi-disant, en fait, je me mets une image. J'aime faire les sandwichs.
Je sais que C'est mes bien. sandwichs, mes voisins, ils aiment. D'accord. D'accord. Faudrait goûter un jour. Bon, là pour l'instant, ce sera un peu compliqué, mais D'accord. je veux faire ma sandwicherie. Mhm. Est-ce que je peux me mettre en auto-entrepreneur ou Alors, faire si un vous- stand Alors, une pour faire un boutique? stand, oui, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Si vous avez un petit stand, faites la micro-entreprise. Par contre, quand vous allez voir que vos sandwichs sont appréciés des gens, vous allez vous dire quoi? Maintenant, il faut peut-être que j'investisse dans un fonds de commerce. C'est ça. Et là, vous prenez votre envol et vous serez en société. D'accord? Mais là, c'est très simple. J'ouvre ma micro-entreprise. Mhm. Je Vous demande mettez la votre permission stand, oui, oui, à la parce que mairie vous êtes pour mettre ambulant, mon stand, donc ouais. exactement, il faudra demander une carte à la mairie. C'est ça. Non, quoique pour les sandwichs, il n'y a pas besoin de carte. Vous devez juste créer votre micro-entreprise avec l'activité de restauration D'accord. rapide, par exemple, et puis vous vendez. Et puis si ça marche, là, vous allez à l'étape supérieure. Ok. D'accord? Ah, il y a une attaque un peu dans. Enfin, une attaque. Une remarque, c'est vrai que c'est important de poser la question parce que c'est vrai que C'est laquelle souvent l'entrepreneuriat, Oui. le fait d'être patron, il est associé un peu au vice. Et il dit, j'ai demandé à un patron comment il a monté son entreprise. Il m'a répondu, j'ai vendu mon âme au diable. Et c'est Kenersan qui fait cette remarque. Oui, certains vendent leur âme au diable, hein, mais il n'y a pas que les patrons, il y a des salariés aussi qui vendent leur âme au diable. D'accord? Mais bon, il ne faut pas en faire une généralité. Dans tous les domaines, les charlatans ne sont jamais majoritaires. D'accord? Ça, c'est une conviction personnelle. Il y a plus de gens bons que de gens mauvais, dans tous les domaines. Donc oui, il y a des patrons, il y a des crapules, mais bon, voilà, je dirais à cette personne qu'elle a eu un mauvais exemple. Mais bon, voilà, si elle cherche un peu, elle verra des patrons magnifiques, d'accord? Qui emploient, qui réussissent dans la vie et qui font avancer leur société. Mais c'est vrai que c'est un stéréotype qui a la vie dure, hein, quand même, ça. C'est un stéréotype, surtout en France, qui a la vie dure. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a ce combat patronat contre salariat. Bon, après, moi, je pense qu'on a besoin de patrons. Parce que s'il n'y a plus de patrons, admettons, vous donnez tous les avantages aux salariés et vous taxez énormément tous les patrons, par exemple, qui va embaucher? Si tout le monde met la clé sous la porte, qui va embaucher? On a besoin de patrons pour... après, voilà, il faut trouver de la justice un peu. Mais dans ce cas-là, alors, supposons, excusez-moi, ma société ne fonctionne pas trop. Oui. J'ai acheté mon petit camion et je rembourse le crédit. Et si jamais, en fait, mes sandwichs ne sont pas appréciés par le public, et je dois encore rembourser mes dettes. Comment ça se passe? Alors justement, quand vous êtes en micro-entreprise, vous n'achetez rien. Vous n'achetez ni fonds de commerce, ni camion, ni camionnette, ni rien du tout. Vous prenez un stand pas cher, ok? Et vous avez, voilà, au pire, vous investissez 100, 200 euros et vous vous lancez. Et quand vous savez que vos sandwichs fonctionnent, hein, marchent bien, sont appréciés, là, vous investissez. Il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas être trop optimiste non plus en se disant tout va bien fonctionner. Des fois, le projet ne fonctionne pas comme prévu. D'accord? Donc, c'est pas à pas hein, qu'il faut avancer. Ok. Alors, donc, pour finir, donc, il n'y a aucune comptabilité à tenir, donc pas besoin d'entretenir un expert comptable et de le payer tous les mois, des honoraires. Et il y a un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. C'est vraiment fait pour essayer. Bon, je vais dire le plafond, c'est 70 000 euros à l'année. C'est assez pour essayer. Et puis là, si vous voyez que vous dépassez, vous vous lancez et vous créez une vraie société. D'accord? Ça sera notre dernier point. J'ai une question. Est-ce qu'il est vrai qu'il n'est pas obligé de déclarer jusqu'à un certain montant? Non, vous devez déclarer tout dès le premier euro. Mais ensuite, il y a des petites exonérations. Vous savez, quand vous commencez, par exemple, vous n'avez pas la cotisation foncière des entreprises à payer la première année, c'est l'année suivante. Donc il y a des petites exonérations, mais même si vous faites 10 euros, il faut le déclarer. Hein. Vous allez payer 2 euros dessus. Donc c'est vraiment proportionnel à votre Donc il n'y a chiffre. pas besoin de comptable alors? Sur la micro-entreprise, il n'y a besoin d'aucun comptable. Et les personnes qui vendent sur le Bon Coin, par exemple, des choses comme ça, qui n'en font pas leur activité professionnelle? Alors ça, c'est considéré comme du troc, hein, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, j'ai, admettons, un smartphone, je veux le vendre à un certain prix, je peux le vendre, parce que ça reste occasionnel. Si j'en fais une activité régulière, il faut que je sois inscrit au registre du commerce et des sociétés. Notamment pour les raisons que j'évoquais. Si un jour, il y a un problème avec un client ou avec un bien, un immeuble, par exemple, il faut que je sois assuré, notamment pour ma responsabilité civile professionnelle. D'accord?
Mais si c'est occasionnel, je vends un jeu d'échecs, un smartphone, une télécommande ou autre, il n'y a pas besoin d'être enregistré. Ok. Mais est-ce qu'on peut payer, vous dites qu'il n'y a pas de fonds de commerce, mais par exemple pour n'importe quelle société, sandwich ou peu importe, est-ce qu'il faut, je veux faire mon site web, je veux faire tout ça, est-ce que ça vous conseillez en fait d'investir sur la communication, le matériel très peu mais... Oui, alors quand vous commencez et que c'est votre première expérience, sans vous endetter, d'accord? Donc générez des revenus, avec ces revenus, faites du marketing, faites de la pub, faites votre site web. N'empruntez pas au début, d'accord? Utilisez les deniers que vous avez gagnés avec votre activité, d'accord? Et enfin, pour la création de société, très brièvement, donc là, il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires, vous avez pris votre envol, vous avez essayé, ça a marché, donc ça ne peut que continuer. Par contre, la création, la gestion et la radiation se feront auprès d'un expert comptable, donc il faut le payer tous les mois, et puis pour la radiation, c'est un certain coût, la création aussi. Et il y a de l'optimisation fiscale qui est possible et qui est souhaitable. À ne surtout pas confondre avec l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est interdit et c'est puni par la loi. L'optimisation fiscale, c'est souhaitable, c'est conseillé par les impôts même. Les impôts, les services d'impôts, ils apprécient quelqu'un qui sait optimiser sa structure. Là, c'est avec votre comptable, hein, donc vous allez vous asseoir avec lui et vous allez vite vous apercevoir s'il est de bons conseils ou pas. Ah, ok. D'accord ? Du coup, juste pour finir, il y a un dernier commentaire de notre frère Ahmed Bacha qui nous demande, il a besoin de conseils en fait. Est-ce que vous avez des projets sur lesquels il peut investir ou ouvrir? Là, à l'instant À T, l'instant, ouais. alors je dirais le même conseil, qu'il se lance, s'il veut se lancer à son compte, qu'il se lance dans ce qu'il sait faire de mieux, d'accord? Et il y a forcément quelque chose qu'on sait faire, d'accord? Ça peut être le bois, ça peut être l'électroménager, ça peut être les voitures, ça peut être du service, mais s'il se lance dans ce qu'il sait faire de mieux, ça ne pourra que marcher, d'accord? Très bien. Merci beaucoup Bilal Saïb et Omar Saïb. Ça coule là. On se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine pour un nouveau volet de l'islam pour l'islam en vrai, pardon. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone, le plus tôt possible.